Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Qu'est-ce que je fais, moi? Mais n'importe quoi. Tu nous mets un grand écran. Je sais pas pourquoi je nous mets un grand D'accord. écran comme ça. Alors, excusez-nous 2 petites Tu secondes. voulais zoomer. C'est ça. Je voulais zoomer. Mais n'importe quoi. Oh là 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 là. Nous avons un quokka. Coucou Stéphanouille. Comment fait-on? Pas m'habiller? Non, ça ne veut pas, ça ne veut pas. On va essayer de passer par part. Coucou Stéphanie. Coucou les autres. Et coucou tout le monde, comme dit Stéphanie. Donc, eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour une petite rencontre par Telegram. Ouais. Voilà. Ok. Pas du tout. À chaque fois, je fais la même. Voilà. Pour une petite rencontre pour parler des émotions. Des émotions, hein, toujours pareil, les partenaires qui sont là. Coucou Sylvie, coucou Marie-France Rabel, bonjour les gazelles, fidèles au poste. Oui, toujours. Et donc, on vous en parlera à la fin. Et vous savez qu'on s'approche des journées mondiales de l'obésité. Donc, qui auront lieu le 3, 4, 5, 6 mars prochain. Vous avez dû voir, vous commencez à voir les affiches, vous commencez à voir les programmes. Le mercredi soir, il y a un webinaire, vous devez vous inscrire sur le lien que j'ai partagé ce matin. Donc, toutes les accessibilités et toutes les visions, les ateliers seront vus sur Balance ton Live, le CNAO, ou sur l'espace objectif santé, ou sur le point du partage. Voilà. Et quand même, vous retrouverez mardi soir le Balance ton Live sur la chirurgie bariatrique 2. Ouais. Et le vendredi soir, nous, on sera sur Paris et ça sera une autre thématique. Exactement. Sur les... Salut les girls. Les troubles comportementaux? Ah oui, les troubles alimentaires. Les troubles alimentaires. Pardon, as-tu mis un lieu? Le lieu, un lien, pardon. Alors, le lien, oui, c'est sur le webinaire du 3 mars. Là, c'est un lien sur lequel il faut s'inscrire. Sur tous les autres ateliers, le mardi, le jeudi, vendredi, samedi. Vous remarquerez que je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais ça va le faire. Je suis très contente d'être avec vous, mais je vais peut-être bugger un petit peu. Donc, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, vous trouverez toutes les représentations en direct sur Facebook. Et vous aurez tous les programmes de la journée avec les horaires des ateliers. Exactement. Voilà. La seule chose qui est du coup sur inscription, c'est le mercredi soir. Donc, il faut aller sur les réseaux du CNAO ou les nôtres qu'on repartage et pour aller cliquer pour vous inscrire pour mercredi soir uniquement. Voilà. Et après, le reste, c'est accessibilité directe. Mais allez vous inscrire sur le webinaire parce que c'est des instances qui vont parler de la maladie obésité. Vous pourrez poser des questions. Et en plus de ça, c'est ouvert, c'est tout au grand public. C'est ça. C'est l'accessibilité au grand public. Donc, nous sommes toujours nous-mêmes. Oui, toujours là, sur la terrasse Manif et tout. C'est ça. Si je pouvais y être, je serais bien là-bas. Et moi, j'étais... à la mer. Oui, mais du côté de... Oh, voilà, attention, Jean-Michel Géographie. J'étais à... Alors, quand tu montes dans la France, à gauche. Pas en Bretagne. C'est pas très loin, je crois, mais c'est pas en Bretagne. À la Canon. La Normandie. Ça doit être en Normandie. Voilà, nous aurons... Ou pas, mais... Un peu plus haut ou un peu plus bas que la Bretagne? Strictement. À gauche. À gauche, mamie. Ben oui, mais la Bretagne, c'est aussi à gauche hein, quand tu montes. Ah oui, mais c'était pas en Bretagne. Je crois que c'est Normandie. Ou la Normandie ou la Vendée. Ah non, c'est en Vendée. Donc, en Vendée. C'est les amoureux de Vendée. C'est plus bas, non? En Charente. Non, c'est en Vendée. Ça y est, elle a trouvé. C'est sûr. Donc, elle est à Vendée. C'est ça. Vous voyez la mer déchaînée derrière elle, mais elle est toujours solide comme un roc, toujours souriante. Surtout qu'il y avait un vent, si vous saviez,
qui m'a emporté. C'était terrible. Alors, je suis revenue en arrière, bien sûr. Petit bonhomme, bonsoir. Et c'est voilà, parti. les émotions. Donc, nous allons parler tout d'abord des émotions. Qu'est-ce que les émotions? Donc, l'émotion est une réaction psychophysiologique influencée par notre environnement. Et l'émotion est notre capacité d'adaptation et de changement et nous permet de créer nos relations et nous met en interaction avec les autres. Et les récentes études en neurologie ont démontré que les émotions sont un mélange de plusieurs facteurs biochimiques, socioculturels et neurologiques. Donc, quand on parle d'émotions, comme on vous l'a dit là, c'est que ce n'est pas simplement une réaction du cœur ou du cœur. Quand j'entends du cœur, c'est quelque chose qui vous arrive en fait. Bien évidemment, elle est influencée par l'extérieur, par l'environnement, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un processus qui se passe à l'intérieur du corps. Tout à fait. Et un processus bien souvent sur les hormones. Bonsoir Karine. Salut. Bonsoir Sabine. Bonsoir Cécile. Donc, il y a tout un processus qui se met en place et les troubles émotionnels, comme la dépression, et on le verra plus en détail après. Et par contre, on a choisi de s'arrêter à certaines choses comme la phobie, tout ce qui est somatisation, on va le voir un peu plus légèrement, mais après, on fera une deuxième partie parce qu'en fait, quand on a fait les recherches, on s'est aperçu que c'était quand même quelque chose de complexe et c'était vous donner quand même sur des notions un peu plus approfondies, alors toujours dans nos limites de nos compétences, mais pour voir que ce n'était pas si simple que ça. Donc, bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Donc en fait, sur le problème émotionnel, il y avait des problèmes, des ressentis aussi physiques que psychologiques. Voilà. Il y avait les deux aspects et il n'y a pas moins l'un que l'autre, mais après, par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'on est plus sensible. Il y a des personnes qui sont plus sensibles physiquement et d'autres plus sensibles psychologiquement. Oui, c'est ça. Et en fait, ça, donc ça dépend de la médecine du premier recours. Et ces troubles émotionnels, ils sont fréquents et donc associés à plusieurs plaintes de stress environnemental, d'angoisse, d'anxiété, de dépression. Et ces différents troubles sont parfois, des fois, difficiles à reconnaître. C'est ça. Et c'est surtout qu'il y en a quand même beaucoup. Et donc, le diagnostic en lui-même, on le verra un petit peu plus après, il me semble, mais le diagnostic en lui-même est complexe et c'est surtout que ce n'est pas tout un chacun qui peut le faire. Et surtout, il y a des outils de dépistage. Quand on parle de dépistage, il y a des outils de dépistage pour déterminer justement s'il y a une problématique ou si c'est que de la fatigue, ou si vraiment il y a on parle de syndrome dépressif dans certains cas. Voilà. Mais du coup, c'est pas une personne lambda qui peut déceler ce genre de choses. Oui. Mais on le verra. Salut Johan. Salut. Donc, les conséquences de ces troubles émotionnels. Donc, on a séparé. Donc, chez les enfants, c'est plus de la colère, des pleurs. Du coup, c'est des pleurs que l'on ne peut pas arrêter, et des difficultés associées à une hypersensibilité. Oui. Donc, on peut... Donc, ça c'est... Pour revenir un petit peu en arrière, comme on parlait... pour en revenir un petit peu en arrière, puisqu'on parlait que c'était le premier recours, dans les premiers recours, c'est les médecins de premier recours. Il y a 20%, parce que je l'avais oublié mes chiffres, c'est très important. C'est très important des chiffres, je le sais. Les chiffres sont très importants, Mamie Bien Beto. sûr. C'est ça. C'était comme le 400 000, c'était à peu près 4 000. Voilà. Et tu peux faire plein de choses avec. Malgré tout. Dans les chiffres, c'est 20% des consultations qui représentent des troubles graves affectant les pensées, les sentiments et la capacité de fonctionner efficacement dans la vie de tous les jours. Repérer ces troubles afin d'améliorer le diagnostic et diminuer les coûts de santé directs. Donc 20% et 20% de la population, ça c'était sur une étude de 2004. Je pense que quand même maintenant, il y a plus de 20% de population parce que ça ne fait pas très très longtemps. Maintenant, on parle de burn-out.
Burnout. Ouais. Burnout, C'est devenu très avec à la mode. 3 O et 3 U. Burnout. Comment on dit? Burnout. Du coup, tu vois, sur une échelle de durée, sur le out, c'est plus court. Burnout. Burnout. Ça traîne encore un peu, mais on touche quelque chose. Bah, il y a beaucoup de personnes voilà, qui font, qui lâchent, qui pètent tout et qui font un burn-out. C'est déjà mieux. Voilà, Une sortie de route, sinon. c'est ça. Et là, on a vu qu'il y avait des unités spécifiques qui ont été montées en France et en structure psychiatrique parce que justement, le corps, le psychique tient, mais dans une société où c'est très, très, très compliqué, et bien n'importe qui peut justement développer ces problématiques-là, où c'est une fatigue générale, mais du C'est corps ça. et de l'esprit, en fait. Et donc, qui est différente de la dépression, par contre. Oui. Ah oui, oui. Qu'on différencie de la dépression, mais qu'il y a des médecins qui ne font pas vraiment de distinction au premier abord. Mais après, comme disait Annick, il y a des outils qui font qu'on sait si vous êtes en burn-out ou si vous êtes en dépression ou voire autre chose. Parce que ça ne se soigne pas de la même manière. Ouais. Willy, bonsoir. Donc, on était chez les enfants. Après. Oui, pardon. Il n'y a aucun problème. Chez les enfants, ils vont très vite se mettre en colère, pleurer sans pouvoir s'arrêter pour des histoires qui nous semblent réellement d'aucune importance. Donc, ils sont des fois avec les copains, des difficultés de comportement, souvent associées à de l'hypersensibilité. Petit à petit, votre enfant, il se désocialise ou il s'enferme dans son monde et où il peut être plus brutal dans un monde extérieur. Et le corps réagit également. En effet, votre enfant rencontre des problèmes d'endormissement ou de réveil nocturne, il se plaint de maux de ventre, des maux de tête, autant de signes qui laissent penser que votre enfant rencontre des difficultés à réguler ses émotions et les digérer en fait. Donc il y a l'hypersensibilité, mais il y a des hyperactifs aussi. Donc là, on n'est pas sur les mêmes domaines, Ouais. mais par contre, là aussi, Ça peut engendrer des problématiques et c'est surtout faites diagnostiquer votre enfant qui a ces troubles-là, même les enfants qui font pipi au lit très tard, et bien aussi, il faut voir, c'est pas anodin parfois et des fois. Donc, c'est comme disait Annick, chez ces enfants qui sont plutôt hyperactifs, en fait, c'est un diagnostic encore différent des troubles émotionnels, mais par contre, ils peuvent engendrer des troubles émotionnels importants. Donc, c'est toujours le diagnostic du premier recours déjà d'un médecin généraliste et de l'orientation du médecin généraliste vers des professionnels qui vont pouvoir regarder s'ils sont des troubles de comportement et ou des troubles émotionnels. Et en plus, les hypersensibles, c'est pas les plus calmes. Pas forcément. Voilà. Ça peut... C'est pas parce que tu es hypersensible que c'est les choses qui sont leur hypersensibilité et hyper émotivité peut se transformer de manière différente. Il y a des personnes qui restent complètement figées et d'autres personnes qui se rentrent dans une violence exacerbée. Même pas, c'est incontrôlable. Ah oui, c'est ça, incontrôlable. Voilà. Et des fois, on porte des jugements parce que les personnes, mais ça, c'est comme la même chose. Ces troubles-là, sachez que quand les personnes les vivent, mais là, on est chez les enfants, mais même sur la dépression, c'est pas si simple de dire, allez, bouge-toi un peu et arrête ta comédie. C'est pas de la comédie. Et les gens qui mangent et qui ont des compulsions alimentaires, c'est pas de la comédie. Donc, tout ça, c'est des réelles maladies et des réelles souffrances qui sont exprimées d'une manière que tout un chacun ne peut pas comprendre. Donc, on évite d'estampiller les psys. En fait. C'est ça. Mais c'est comme pour moi, c'est rattaché au physique. C'est-à-dire des personnes qui ont des douleurs ou qui ont des... par exemple, comment ça s'appelle là les fractures de fatigue. Et ça, c'est souvent critiqué aussi. Alors qu'en soi, les fractures de fatigue, eh ben, tout le monde peut en avoir en soi. Et que c'est pas voulu, c'est pas fait exprès et ça arrive du jour au lendemain. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre aussi. Bonsoir Virginie. Salut. Bonsoir Joséphine. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. 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 Amis du soir, bonsoir. Amis du sud, bonsoir. Amis du nord, bonsoir. On va parler que comme ça maintenant. Je suis adolescent. Hypersensibilité, problème relationnel avec le père. Cancer psychologique, mal de ventre, mal de tête. Bienvenue sur la chaîne j'articule.com.
Voilà, ravi Vas-y. de vous recevoir ce soir. Et nous sommes partis pour un petit moment de calme. Tournez, petit bolide. Vas-y, Et prends la je vous parole. en prie, donc chez les adolescents, il y a de l'hypersensibilité. Il peut y avoir de l'hypersensibilité. Bon, arrêtez. Donc, on l'a refait chez les adolescents. Il peut y avoir de l'hypersensibilité, des problèmes relationnels avec les pairs, des réactions physiologiques, donc comme les maux de ventre et les maux de tête qui sont le plus souvent remarqués, des comportements à risque, donc comme la consommation excessive, que ce soit du tabac, des drogues, du sexe ou encore autre chose, et des automutilations. Christiane Boutette, bonsoir Coucou. Christiane. Donc là, c'est chez les adolescents. Donc, Yes. l'hypersensibilité, on la retrouve. Alors, vous la retrouvez en haut avec un tiret et l'autre sans tiret, c'est parce qu'on peut faire les deux. Voilà, je voulais faire parler les gens qui disaient, mais pourquoi elle a mis un tiret, pas un tiret là? Et en fait, c'est marqué les deux, tu peux faire ça. C'est vrai? Et oui, oui. L'autre Et oui, oui. Comme Entreprise. auto-entreprise, tu peux l'attacher aussi. Donc, Enfin, pourquoi pas? C'était pas auto-entreprise que j'avais comme mot. c'était la minute de pivot. Mais vraiment, je devrais faire des petits sauts, tu sais. Et Maracas. Hein, de Marrakech. les Marrakech. Donc, par les pères, problème relationnel avec les pères. Donc, les pères, c'est pas leurs pères, c'est les Non, pères, c'est les représentants d'autres adolescents, en fait. Et des fois, l'adolescence est parfois bien difficile parce que les adolescents se cherchent. Et des fois, la crise d'adolescence est peut-être un peu plus longue parce que justement, cette période-là, eh bien, si l'adolescent ne se trouve pas rapidement, ben après, ça peut être vraiment des problématiques parce que s'il y a un mal-être et vas-y. Non, c'est pour pas oublier. S'il y a un mal-être ou vraiment un mal-être profond, cette crise existentielle peut entraîner dans des comportements à risque comme de la drogue, des excès de tabac et l'automutilation parce qu'il y a ce mal-être qui est enfoui au fond et les gens, les ados se mutilent en fait. C'est de la mutilation. Voilà. Et après, comme je vous disais tout le temps, les personnes qui sont comme ça, c'est vraiment un mal-être profond. Et ce mal-être profond, il faut qu'il l'extériorise. Mais bien souvent, il le retournera vers les autres, vers quelque chose, mais pas vers les autres. C'est-à-dire que les personnes qui sont en colère et qui font des grosses crises de colère, elles vont taper vers quelque chose pour se faire du mal, mais elles ne vont jamais aller taper quelqu'un. Et c'est la même, pareil, c'est l'automutilation, c'est se faire du mal à soi pour avoir mal et essayer de se soulager. Alors, c'est con à comprendre et à dire, mais je vous garantis que c'est difficile à vivre. Et juste sur ce que tu disais, sur le fait que ce soit une crise d'adolescence, ça aussi, souvent, on met en lien, en fait, justement, la crise d'adolescent avec des... Mais on ne va pas chercher plus loin. Oui. Quand, selon l'âge, on dit, oui, il fait sa crise d'adolescence, sauf que des fois, c'est d'autres paramètres qui sont touchés. Par exemple, j'avais un petit avec moi à l'école qui était... en fait, il est devenu violent pratiquement du jour au lendemain. Et il faisait que dire, oui, c'est un petit turbulent, il fait sa crise d'adolescence un peu tôt, ce genre de choses. Et en fait, ça a duré pendant 2 ans. Et en fait, il avait un gros problème à la thyroïde et qui le faisait péter un câble, en fait. Et en fait, c'était un dérèglement hormonal qui faisait qu'il était d'une violence à état pur, ce garçon. Mais c'est pour ça que des fois, c'est bien facile quand on voit tout. Qui c'est qui n'a pas fait, moi-même la première, hein. Donc je ne jette pas la pierre. Mais des fois, quand on voit des mamans et quand on voit des enfants qui sont dans les magasins, qui font des crises et qu'on dit, mais celle-là de retenir son enfant, à un moment donné, c'est très, très compliqué d'être parent avec des enfants qui ont des problématiques comme ça. Ou des troubles du comportement aussi, oui. Mais c'est pour ça qu'on fait toujours un peu un appel au dépistage. Enfin, quand nous, ici, on vous le rappelle à chaque fois, n'hésitez pas à aller faire dépister les enfants. Ce qui ne veut pas dire que vous devez être derrière à fond de cale, mais ce qui veut dire qu'il faut être vigilant juste à certains comportements et que lorsque ça déborde un peu trop, c'est qu'il y a peut-être un souci quelque part. Et se faire aider. Se faire aider. Les personnes, elles ne vous jugeront pas. Il n'y a que les gens qui ne connaissent pas qui vous jugent. Si vous allez avoir des personnes compétentes, elles ne vous jugeront pas. Oh, Dieu, qui sont drôles.
Donc, chez les adolescents aussi, il y a des difficultés sur le plan relationnel, donc comme on disait tout à l'heure avec les pairs, la fatigue physique, mentale et les soucis de mémorisation. La mémorisation est très rattachée aux émotions. Et ce qui fait que... les adolescents auront plus de mal dans leurs études voilà, à enregistrer, mettons, des leçons, des choses comme ça, en fait. c'est ça. C'est une possibilité. Eh oui. Ben, non, c'est après les adultes, non. Je ne sais plus. Et pourquoi là? Vas-y. Non, ah non, 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 c'est juste qu'il Je sais manquait pas. les adultes. Mais ils viennent pas après, puisqu'après. J'arrive plus à me rappeler si c'est après. Bon, écoutez, on verra, sinon on fera une petite halte. Donc, pour le premier recours, donc tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. Donc, en médecine de premier recours, les troubles émotionnels, dépression, anxiété, somatisation sont vraiment fréquents et souvent associés à une plainte physique et à des stresseurs psychosociaux. Et ils ont donc une représentation bien spécifique avec en plus un recoupement important entre les différents troubles émotionnels. Regroupement, oui. Recoupement. Il est spécifique avec en plus un recoupement important avec d'autres troubles. Ça veut dire que bien souvent, tu as d'autres troubles qui sont. Oui, j'ai bugué sur le pas regroupés, recoupés. Qui recoupent. Enfin bref. C'est un micmac, les émotions. C'est un micmac. Donc. Non, mais là, après, normalement, il doit y avoir la suite. Et bien alors, donc, on va parler des adultes. Donc, en ce qui concerne les adultes, les difficultés en lien avec la sensibilité émotionnelle entraînent également des difficultés sur le plan relationnel. Donc, vous ne vous sentez ni compris, ni soutenu par votre entourage. Vous avez l'impression de ne pas réussir à prendre assez de recul lors des conversations entre amis ou avec des collègues. Généralement, les troubles émotionnels et les personnes font face à une fatigue tant physique que mentale. Cela implique des difficultés à prendre des décisions, des soucis de mémorisation, de concentration qui peuvent amener un profond manque de motivation. Ça, c'était le jeune adulte et l'adulte. C'est rien. Et sauf que, donc, grâce à des traitements qui sont mis en place, on peut aider justement. Alors, il y a une méthode de Tomatis qui agit entre autres sur le système limbique. Et donc, il joue un rôle très important dans le comportement et en particulier sur le cerveau, dans le comportement et en particulier des diverses émotions comme l'agressivité, la peur, le plaisir, ainsi que la formation de la mémoire. Donc, vous voyez bien que c'est, on voit, c'est surtout quand on dit, quand on parle chez l'adulte, les difficultés qui remportent, c'est que l'impression de ne pas réussir et le fait de ne pas se sentir compris, ça fait partie de la pathologie, de la problématique du trouble émotionnel, en fait. Et ce n'est pas quelque chose il n'y a pas de fait exprès, ce n'est pas quelque chose que la personne peut gérer. Elle peut s'en rendre compte, mais c'est quelque chose qui va lui engendrer encore plus d'angoisse. Et ce n'est pas comme les personnes qui jouent sur ça pour arriver à avoir des choses. Elles sont mal, mais vraiment mal. En fait, elles ne sont pas dans un rôle. Le ressenti, il est là. Et surtout, des personnes qui te disent « j'ai l'impression de ne jamais réussir, et je suis toujours en échec », elles ne font pas ça pour qu'on les plaigne. C'est vraiment un ressenti qu'elle a et elle ne cherche pas à avoir de l'attention. Et ce manque, cette impression de ne jamais réussir, ben, ça lui provoque des angoisses. Et ces angoisses, après, ça va entraîner des conséquences sur des choses qui peuvent être graves et aller jusqu'au suicide. Et voilà. Donc, du coup, on revient à notre premier recours. Ça, on avait lu. Oui. Ah. Donc, mais dans tous les cas, on n'avait pas pu s'en rajouter parce que on en avait parlé. Voilà, c'est ça. On en avait parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Et donc, parlons de dépression. Donc, comme on disait tout à l'heure, la dépression est une réelle maladie et en plus, elle est reconnue par l'OMS maintenant. Oui. Depuis pas si longtemps que ça. Alors, ne me demandez pas la date, mais je l'ai vu en cours, fut un temps. Mais je ne me rappelle plus.
2020. Non, pas la reconnaissance. Ah non, c'est la dépression, la 4e cause d'invalidité mondiale. C'est Elle sera ça. la 2e en 2020. Je vais regarder. Je sais plus. C'est pas si vieux que ça, puisque ça a été la dernière qui a été ajoutée. Alors, Narcissist depression. puis, ça. Le burn-out, c'est reconnu aussi. Le burn-out, Ouais. c'est reconnu, mais après, c'est pas dans les ALD. Mais c'est de plus en plus reconnu, par contre. Donc, Annick est à la recherche Du temps perdu. du tape des cités d'or. Donc, la dépression. Eh bien, ils ne le disent pas. Comment ça, ils le disaient, mais qu'est-ce qu'ils font? Je me demande ce qu'ils font quand même. Alors, reconnaissance. Pourquoi il ne veut pas? Reconnaissance. Dépression. En tout cas, c'est sûr que c'est pas bien vieux. Hein. En vrai, c'est peut-être 2020. Hein. Non, parce qu'ils disent que c'est reconnu. Et elle était maladie chronique et elle est sortie ALD. Non, elle était ALD, mais ça fait longtemps que c'est un ALD, il me semble. Oui. Il y a eu une autre reconnaissance sur la dépression il n'y a pas longtemps et je crois que c'était l'année où j'ai passé mon comment ça s'appelle? Pas mon bac, mais ma licence. Alors, je sais pas. Écoutez, je sais pas. Mais si jamais on trouve, on vous dira. On vous dira. Parce que... Ouais. Je me suis peut-être mélangée, mais j'étais presque sûre que c'était ça. Bon, écoutez. Oui. Passons. C'est pas la bipolarité? Non. Parce que la bipolarité, ils l'ont beaucoup là-bas. Ouais, non, c'était surtout la dépression. Que justement, il y a quelqu'un qui posait la question, qui disait, oui, mais le syndrome dépressif, tout le monde est plus ou moins dépressif. Et après, ils avaient expliqué qu'il y avait des degrés, des stades de dépression qui faisaient qu'à un certain niveau, vous étiez en ALD, enfin pas en ALD d'ailleurs. Je crois qu'il est sorti des ALD. Je sais plus. Bon, en tout cas, vous avez compris. C'est reconnu déjà. C'est ça. Et en plus de ça, c'est reconnu, mais il y a vraiment une prévalence de l'obésité. Donc, tout au long de leur vie, 5 à 10% des hommes feront une dépression, contre 10 à 25% des femmes. Des études européennes décrivent 4% de dépression majeure dans la population générale. Sa prévalence varie entre 5 et 14%. Selon l'OMS, la dépression est la 4e cause d'invalidité mondiale et sera la 2e en 2020. Aux États-Unis, l'anxiété touche 25% des personnes. Plus de 75% des patients avec dépression souffrent aussi d'anxiété. Le diagnostic le plus fréquent est celui d'état anxio-dépressif, diagnostic nécessitant pas vraiment. Dans le DSM. Le DSM, c'est la catégorisation en fait des maladies sur le trouble de comportement, tout ça. Mais c'est comme sur les degrés du handicap en fait. À chaque fois, il y a des lois et ça, le DSM. C'est comme l'obésité. Ah, mais ça doit être ça. Ça doit être dans ça. Parce que ça, on avait un cours sur ça, sur les DSM, tout ça. Ah, voilà. Donc, ça doit être dans ça. C'est les grades. Voilà, et en fait, c'est avec ça qu'ils utilisent pour diagnostiquer. C'est ça. Et c'est pour ça que sur les ALD, quand on parle de l'insuffisance rénale, c'est pareil, pour que ça soit reconnu en ALD, il faut le stade 5. Voilà, c'est ça. La classification. Oh putain, ça y est, j'ai trouvé. Hein. Ah ben, ça y est, on y est arrivé. J'ai l'impression d'avoir accouché. Bouloulou. Donc, ça a tourné par des moments. Excusez-moi. Donc, vous voyez quand même qu'on est quand même... il y a quand même beaucoup d'augmentation de la dépression. Et il y a des personnes qui sont avec des dépressions et qui souffrent aussi d'anxiété, donc 75%. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu des fois des reportages, les Français sont les plus gros consommateurs d'anxiolytiques, de somnifères et tout ça en fait. Là encore, ce que vous dites me percute. J'ai l'impression que vous me parlez en direct. C'est ça, il. Comment? Parce qu'en fait, je n'avais pas vu, mais c'est ça, il avait commenté. Bonsoir Odile. Elle dit là encore, ce que vous dites me percute. J'ai l'impression que vous me parlez en direct. Ah. On est là que pour toi, c'est ça. Il. Ah, mon Dieu, il y a Vivi. Comment va Vivi? Ah, salut Vivi.
Donc, les 3 symptômes physiques fréquents et peu spécifiques parmi les 9 items de la dépression. Voilà. Donc, dans la classification, pour tac, 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 il y avait des items. Ça y est, ça me revient. Franchement, la gymnastique cervicale, j'allais dire, du cerveau est un peu... je crois que j'ai mon petit hamster qui rame en ce moment. Et en fait, c'est avec les classifications et c'est avec des symptômes qui sont plus ou moins élevés, plus ou moins sévères, qui durent sur la durée aussi, sur le retentissement sur la vie familiale. Et en fait, on parle alors d'épisodes dépressifs ou de simples déprimes ou de réactions dépressives passagères par rapport à ces classifications. Donc, par rapport aux troubles-là qui sont mis en avant. Donc, je vous parlais de ces 3 symptômes physiques les plus fréquents. Donc, c'est la fatigue, les troubles du sommeil et les troubles du comportement alimentaire que l'on retrouvera vendredi prochain. Bien et pas en dépression, au contraire, je revis. Ah, Vivi, on est content. On a vu ton petit, hein? Ah oui, j'adore. Il est bien là-bas. Tac. Donc, lors d'un état dépressif, la personne se plaint d'au moins 2 symptômes parmi ceux-ci, les suivants. Une tristesse constante, un abattement et une perte d'intérêt et de plaisir, et une réduction de l'énergie ou une fatigabilité anormale. Une tristesse constante, donc une humeur dépressive qui dure presque toute la journée, qui se répète pratiquement tous les jours depuis au moins 2 semaines et peut s'accompagner de pleurs. Un abattement et une perte d'intérêt et de plaisir pour les activités du quotidien et aussi pour toutes les activités qui sont habituellement agréables. Et une réduction de l'énergie ou de la fatigabilité anormale. La personne souffre d'une fatigue intense, souvent dès le matin, et a l'impression de manquer d'énergie en permanence. Oui, parce que du coup, c'est ça aussi le faux semblant sur la dépression, c'est que c'est une personne qui fait que pleurer. Mais il y a des personnes qui ne pleurent pas du tout. Et justement, alors je ne sais plus d'où était cette dame. J'ai connu une dame qui était en dépression depuis moult années, sauf qu'il ne la diagnostiquait pas en dépression. Et cette dame ne pleurait jamais. Mais justement, elle n'arrivait pas à pleurer. Elle était bloquée émotionnellement. Mais elle était quand même en dépression. Mais moi, dans mes phases de dépression que j'ai eues, en plus de ça, c'est pas... la tristesse est constante, mais la tristesse, elle n'est pas toujours dans les pleurs. Dans les pleurs, voilà. Tu peux être triste et tu peux être triste, donc ça veut dire de l'intérieur, en fait. Tu es de l'intérieur, et là, tu es plus sur ta tristesse, tu la retournes vers toi parce que tu la gardes tellement, et après, ça te fait... parce que ça ne sort pas. C'est ça. Et puis après, dans différentes phases, et bien là, je pleure pour rien. Et puis après, sur un autre moment, ça peut être sur autre chose. Ouais. Et je me rappelle parce que cette dame, il lui réapprenait à pleurer. C'est-à-dire qu'ils essayaient en gros de la faire pleurer pour qu'elle se dégage de... C'est pour ça qu'on dit de ne pas retenir ses larmes, parce que c'est vrai. Ne retiens pas tes larmes. Pleurer, ça fait du bien. Et oui. Je ne sais plus qui était le génie qui chantait ça. C'est vrai que ça fait du bien de pleurer. Et par contre, sur la fatigue... Ah ben ça tombe bien. Sur cette fatigue qui n'est pas normale en fait. C'est une fatigue qui n'est pas, il faut savoir qu'elle n'est pas améliorée par le repos ou le sommeil en fait. Donc même le fait de dormir, le fait de se reposer, si c'est une fatigue liée à un état dépressif, c'est pas ça qui va vous requinquer en fait. Ah, oh le con. Un baby, une petite baby. Il n'est pas très grand celui-là. Celui-là, il a 2 ans, max. Ouais. D'accord. J'ai mis son bonnet. Attends. Et par contre, d'autres troubles sont aussi présents dans la dépression. C'est une dévalorisation de soi, une perte de confiance en soi ou d'estime de soi, un sentiment d'inutilité, une culpabilité excessive et injustifiée, une vision du futur et de la vie négative avec des perspectives pessimistes, des pensées autour de la mort en général et parfois autour du suicide, une diminution des capacités de concentration, d'attention et de mémorisation, une dégradation du sommeil,
Donc, il ne peut plus être réparateur avec des réveils précoces et très tôt le matin et une perte d'appétit qui peut entraîner un amaigrissement. Donc après, et on peut aussi retenir que ces perturbations, la dépression peut retenir sur l'organisme et être responsable de douleurs multiples et des perturbations sexuelles après, avec perte de plaisir et de désir, de ralentissement de l'activité ou au contraire d'une agitation. Donc vous voyez que c'est quand même... Après, tu pars sur des extrêmes en fait aussi. Ouais, c'est que c'est soit trop, soit le pas. Et c'est pour ça le trop pas du tout. Après, on n'est pas forcément en bipolarité. Ça peut être vraiment une dépression parce que la dépression est liée à de l'angoisse. Et s'il y a une dépression qui est sans trouble anxiogène, après, c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui sont en dépression, elles n'ont qu'un antidépresseur comme traitement. Et il y a des personnes qui font des dépressions avec des troubles anxiogènes. Donc, il y aura régulateur d'humeur. Non, un anxiolytique. Mais oui, du coup, c'est logique, anxieux. Voilà, et l'anxiolytique. Et par contre, si c'est plus sur de la bipolarité ou c'est plus cyclique, là, il va être rajouté des régulateurs d'humeur. Oui. Mais, et après, il y a, suivant le cas, si ça entraîne, on peut mettre aussi des neuroleptiques. Donc, tout ça. Oui. Et tout ça, c'est et des somnifères aussi. Bah oui. Voilà. Mais c'est la couche finale. Ouf. Et après, ce qu'il faut aussi savoir, que malheureusement, alors c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que je l'ai quand même bien vécu, et ce cocktail, comme elles disent, et si mon mari était là, j'avais un cocktail, il aurait fait tomber un cheval. Et sauf que votre corps s'habitue à ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est une addiction aux anxiolytiques et aux antidépresseurs et à tout ça. C'est pour ça que moi, je ne voulais plus rien prendre. Parce que ton corps s'habitue et à un moment donné, quand ton corps a assimilé un certain taux, on augmente. Ouais, et après, tu deviens juste dépendant de tes anxiolytiques et de tout ça, en fait. Donc, vous dire que, bien sûr qu'on pense que ça soulage mais ça soulage que dans l'éphémère. Le problème, vous allez augmenter. Et si vous ne cherchez pas la cause de cette angoisse et vous ne cherchez pas le mal profond, mais le médicament, le traitement ne vous amènera pas un apaisement. Mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de porte de sortie dans la mesure où on ne pourra plus augmenter non plus. Ah, mais si, il t'augmente. Oui, mais il t'augmente. Mais après, moi, je te garantis, non, ce que je veux dire, c'est que tu une tendance. Oui, mais justement, c'est que dans le sens, il n'y a plus de sortie, c'est que on t'augmente tes cachets, mais tu n'as pas de porte de sortie de l'autre côté. C'est-à-dire que tu es dans un plat total et tu dors totalement. Après, parce qu'en fait, c'est une aide, mais ce n'est pas vraiment un soin. C'est pour ça que le traitement, il est bien dans le traitement. Par contre, il faut anticiper. Et maintenant, moi, je vous parle aussi de la psychiatrie dans les années 78, 80 et 90. Après, je ne voulais plus y aller, je ne voulais plus voir personne parce que je me disais, non, c'est bon, ce n'est pas la peine. Mais maintenant, l'approche a beaucoup changé. Il y a des psychiatres qui sont perfectionnés dans telle pathologie, la dépression, la bipolarité, tout ce qui est sur les phobies ou les choses comme ça. Oui, ça a changé. L'approche est différente. Et en plus de ça, il y a plein de méthodes qui vont, au lieu de traiter par le médicament, sur l'hypnose, sur la méditation, sur le MDR, c'est plein de nouvelles technologies qui vont vous aider à trouver la cause et apaiser la cause de ce mal-être au lieu de... Parce que les médicaments, bien sûr qu'on en a besoin, et maintenant je comprends. Mais sauf que maintenant, les professionnels, quand même, ne vous surchargent pas. Avant, c'était surchargé. Et surtout, si vous avez un traitement, même si vous sentez mieux, n'arrêtez pas. Parce que ça aussi, parce qu'on dit oui, mais j'arrête parce qu'il me fait grossir, j'arrête parce que j'en ai marre, j'arrête parce que... Ça, c'est quelque chose, parlez-en avec votre professionnel. J'arrête parce mais que oui, je vais mieux. Mais c'est beaucoup. Quand je travaillais en psychiatrie, et même moi, tu sors de là, tu es en psychiatrie, tu as le traitement, tu sors, et puis ça te sèche la bouche, ça te fait prendre du poids, et tu te dis, putain, je vais mieux, je l'arrête. Et en fin de compte, non. Parlez-en toujours avec votre médecin. Et en plus, c'est des médicaments qu'il ne faut pas arrêter comme ça directement. Il faut y aller progressivement parce que justement, s'il y a addiction derrière, il vaut mieux les descendre petit à petit et être suivi par un médecin à ce moment-là. Oui, c'est pas anodin. C'est vraiment pas des médicaments qui sont anodins.
Oui, mais dans pas le comme- processus que quand tu es en Oui, dépression, bien eh bien, sûr. tu fonctionnes comme ça. Bien sûr. C'est parce que Ouais, mais c'est pas- compliqué. C'est un refuge, en fait. Bien sûr. Ça devient, moi, c'était un truc que C'est la- j'avais une angoisse, c'était Ouais. bleu. Après, c'était la rose parce que Eh je ben pas oui, c'est angoissée. ça. Et Bah c'est la ouais. même, c'est la Ouais. même chose. C'est un peu le même processus que la douleur. C'est que tu prends un C'est ça. médicament pour la douleur, ça te soulage quand il te reste plus que tu n'as plus d'effet, tu en prends un autre Ouais, et tu c'est ça. sais Et que oui. telle douleur, tu prends plutôt ce médicament et en fait, Oui, et le puis processus c'est fait un que- cercle vicieux, quoi. Oui. Et oui. Donc, c'est pour ça que, on en parlait tout à l'heure, l'autre jour avec sur la douleur, Ouais. et elle disait, quand elle faisait quelque chose, elle y pensait moins. Elle est toujours là, mais tu y donnes moins d'importance. C'est comme l'angoisse. Si tu y laisses la place à l'angoisse à se faire, ben, tu C'est verras ça. que ça en Bah fait. ouais. Donc, sur l'accouchement, pardon. Oui. Donc, on va parler sur différents publics et notamment l'après-accouchement. Donc, il est fréquent qu'après la naissance de son enfant, la maman présente des émotions vives, marquées par un peu de tristesse et des pleurs incontrôlées. C'est ce qu'on appelle le baby blues, qui passe rapidement. Et cependant, certaines femmes présentent des troubles de l'humeur persistants et une dépression du postpartum qu'on appelle, qui s'installe. Oui. Alors là, on dit... Alors là, ces dames-là, moi, je n'ai jamais été enceinte, heureusement. Mais je vous garantis que j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup. Et en fait, ces dames-là, elles en prennent plein la figure. Parce qu'on y dit, oui, mais quand même, tu ne peux pas être... Elles se culpabilisent de ne pas être une bonne mère, mais sauf qu'elles ne le font pas exprès. Voilà. Et bien sûr qu'elles veulent cet enfant. Et puis cet enfant, si elles ne peuvent plus le prendre, si elles ne peuvent plus s'en occuper, c'est vraiment une détresse psychologique de la maman, en fait. Donc, aussi, des fois, on va vite dire certaines choses. Et bien, chaque fois, quand on voit des choses, il faudrait un peu se renseigner et arrêter de juger parce que c'est un mal profond et un mal-être, en fait. Parce que rendez-vous compte qu'une mère qui a voulu son enfant, parce que là, ce n'est pas des lignes de grossesse, c'est des mamans qui portent à terme, qui attendent que leur enfant. Et quand elles les ont dans les bras, ben là, elle dit, j'en veux pas, c'est pas le mien, je veux pas. Et elles sont, et elles le repoussent. Et alors, c'est la plus belle chose qu'elle ait voulu, en fait. Et là, la famille qui comprend pas. Donc, en fait, elles sont seules au monde. Parce qu'elles ont peur souvent d'être une mauvaise mère. Ou alors, il y a aussi le côté financier aussi, quand c'est un peu juste. Mais je veux dire, c'est désiré. Mais tu vois, oui, pas, mais c'est ça. Et c'est à ce moment-là que ça se déclenche parce que généralement, tu te dis, oui, mais c'est bon, on va trouver des solutions, on a ça. Et puis en fait, finalement, ben, tu arrives sur le moment et sur le fait, et là, tu paniques en fait. Et je pense que c'est dans ces moments-là que ça panique et qui dit non, mais je ne peux pas, je ne le veux pas parce qu'en fait, je ne peux pas, alors qu'ils ont mis en place des choses. Et après, tu as des familles, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas pu mettre en place des choses. Et par contre, encore une fois, il y a des professionnels qui s'occupent de ça, et notamment les assistantes sociales, qui aident aussi à mettre en place quand même pas mal de choses. Et en plus, il y a des endroits où on va prendre le bébé, puis il y a des auxiliaires de vie. Moi, je travaillais, j'étais auxiliaire de vie, donc j'allais chez ces familles comme ça pour maintenir le... Et en plus, quand on parlait, vous savez qu'on parlait de l'hormonal, une femme, elle est enceinte, elle a des hormones qui travaillent d'une certaine manière. Dès qu'elle accouche et qu'elle n'est plus enceinte, eh bien, les hormones redeviennent... Donc, en fait, on n'est pas sur le même état émotionnel, en fait. C'est ça. Il faut le temps au cerveau de comprendre qu'il arrive aussi. Enfin, au cerveau et au corps, pour le coup, parce que il y a tout plein de changements. Par contre, oui, non, mais tu peux rester, mais une prudence. Je crois que je ne vais pas tenir jusqu'au bout parce que... François. Vas-y. Ça ne vous ennuie pas. Ben, tu le regarderas. Ouais. Une prise en charge, par contre, est nécessaire et doit être rapidement faite pour permettre de soigner la maman et permettre d'établir une relation de qualité avec le nourrisson et de faire perdurer ça. En fait. Mais du coup, maintenant, il y a des alors je ne sais pas ce que c'est, si c'est des assistantes sociales ou autre, mais il y a des endroits vraiment spécifiques pour la maman et l'enfant. Sur les PMI, les PMI, non, c'est ça. Les PMI, et en fait, où ils accompagnent la famille en fait, dans tout ce processus pas de nouvelle vie, mais d'une vie différente et de voilà. Voilà. Où c'est qu'on est là? Bisous, bon week-end. Ciao. Donc là, sur les dépressions à l'accouchement, et je croyais qu'on était dans la dépression aussi. Ben oui, des personnes âgées quand même. Mais on les a pas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Oh Dieu, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Excusez-nous. Donc,
les personnes âgées. Donc, chez les personnes âgées, ça c'est compliqué à dire. 1, 2, 3. Chez les personnes âgées, la dépression comporte un risque suicidaire élevé. Il est donc important de reconnaître rapidement un épisode dépressif qui se traduit. Ah, il manque la fin de la phrase. Qui se traduit plutôt par des plaintes physiques, fatigue, perte d'appétit, repli sur soi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, des troubles dits cognitifs, troubles de la mémoire ou de l'attention. Donc en fait, c'est les mêmes trucs qu'on disait tout à l'heure chez l'adulte. Oui. En soi. Et après, ils disent qu'un épisode dépressif peut survenir dans l'évolution d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie de Parkinson, ou au contraire en être le premier symptôme. Donc après, vous avez sur le lien Amélie, toutes les données, on les regarde sur le lien Amélie. Sur le lien Amélie, vous avez un portail. Et justement, vous avez un portail où vous explique la dépression du sujet âgé. C'est pour ça que pendant le confinement, pendant le Covid, là, pour les EHPAD, eh bien, on voyait que les personnes âgées étaient en dépression parce qu'il y avait la rupture avec la famille. Et que même, donc tout ça, c'est ça. Exactement. Ensuite, chez les enfants. Donc, chez les enfants, la dépression peut se manifester par des comportements de retrait, d'absence, ou au contraire d'irritabilité, d'agitation, par des plaintes répétées qui concernent le corps, douleur à répétition. Ça, c'est pareil. Attention, c'est toujours la même chose. Les douleurs à répétition ne viennent pas forcément d'une dépression. Exemple, les maladies de croissance ou les choses comme ça ne sont pas issues d'une dépression de base, souvent. Enfin, souvent, non, ça peut arriver que ça ne soit pas lié à une dépression. Ça peut engendrer par la suite, mais ça ne démarre pas forcément d'une dépression. Donc, c'est pareil, c'est à prendre à demi-mesure, ça se dit ça? Oui, mais c'est comme on dit, hein, c'est pas parce que c'est comme ça, on donne juste, comme on dit que la dépression peut apparaître sous forme de troubles de l'humeur, de tristesse chez l'enfant et l'adolescent, d'abattement, de découragement, pleurs fréquents, angoisse envahissante, l'adolescent grincheux, colérique, agressif, des troubles de la perception de soi, l'adolescent envahi par des idées de dévalorisation, de culpabilisation, par le sentiment de ne pas être aimé, par des symptômes physiques aussi très souvent. L'adolescent présente des troubles du comportement alimentaire, anorexie ou boulimie, des insomnies, des somnolences, des maux de ventre, des malaises à répétition, une agitation ou une impossibilité de rester assis ou se tortiller les mains. Des investissements scolaires, donc des enfants qui sont en rupture dans le milieu scolaire. Pas forcément parce qu'il y a de la phobie scolaire. La phobie, après, on verra que c'est autre chose. Et prise de risque des comportements comme des fugues ou des choses comme ça. Et chez l'adolescent, du coup, la dépression peut apparaître sous d'autres formes. Donc, de reprendre tout ce qui se passe là, sur tout ce qui est referme le repli sur soi, sur les absences, l'irritabilité, tout ça, ça peut aussi passer par là. Mais ensuite, il y a des comportements souvent plus excessifs, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, sur la diapo précédente. Et puis après, justement, quand elle parlait lors de classification, dans les épisodes, il y a un diagnostic qui doit être posé, un diagnostic d'épisode dépressif caractérisé. C'est comme on le voyait beaucoup quand tu as des pertes de mémoire, il y en a plein qui disent j'ai Alzheimer. C'est parce que tu as une perte de mémoire, donc ça, vous pouvez aller vous faire tester, faire un dépistage. Et là, vous saurez, au lieu de rabâcher ce temps, j'ai Alzheimer, là, il y a des tests qui vous diront oui ou non. Et le premier test, c'est un médecin traitant. Voilà. Et là, s'il y a un épisode dépressif caractérisé, donc il y a un auto-questionnaire qui est fait à la personne dépressive. Et après, il évalue la sévérité de l'épisode dépressif, s'il est léger, s'il est modéré ou s'il est sévère, quel est le retentissement sur la vie professionnelle, familiale et quotidienne, et existe-t-il des risques de suicide, et y a-t-il des manifestations psychologiques associées à des hallucinations ou des idées délirantes ou des bouffées délirantes. Donc, à la suite de ce diagnostic et de ces chiffres, et sous quelle forme elle est, et bien justement, elle est reconnue en ALD. Les soins sont en rapport avec la pathologie qui seront pris en charge à 100% dans la limite des tarifs de l'assurance maladie. Livy qui dit ça doit être compliqué à déceler chez les enfants et les adolescents. Le souci, c'est toujours la même chose, c'est que
C'est compliqué parce que les parents ne veulent pas forcément, enfin, alors attention, on va le prendre à la légère, ne veulent pas voir leur enfant malade. Ce que je veux dire par là, c'est que de voir son enfant forcément en dépression, tout ça, des fois on se cache un peu la vérité parce que la vérité fait mal et qu'après il y a tous ces sentiments de culpabilité, tout ça qui prennent une place importante chez les parents. Ça, c'est juste un exemple de cas qui peut se passer. Et c'est aussi compliqué parce qu'il y a des enfants il y a des enfants qui peuvent être de nature, on va dire, renfermés et chez qui, en fait, les symptômes vont être liés avec ce renfermement, mais ils ne vont pas être très visibles au premier abord, au début. Mais après, il y a toujours quelque chose qui alerte quand même généralement. Mais en plus, pour les adultes, c'est vraiment la psychiatrie ou les psychologues, les psychiatres. Et pour les enfants et les adolescents, quand ils sont mineurs, c'est les pédopsychiatres. Donc ça, après, c'est sur une consultation. Après, bien souvent, ils les font avec des dessins, ils leur présentent des formes, des choses comme ça. Et en fonction des formes et comment ils visualisent la forme, il y a des critères qui font qu'on s'aperçoit si l'enfant, eh bien, il est en dépression et quelle dépression il fait, en fait. C'est ça. C'est pour ça que quand on parle de suivi régulier jusqu'à un certain âge chez un médecin traitant, c'est pas un médecin traitant ou un pédopsychiatre ou un psychiatre tout court. Non, comment on appelle ça pour les bébés? Un pédopsychiatre. Il n'y a que pédopsychiatre? Oui. Il y a pédiatre. Pédiatre. C'est malade. Voilà. C'est un malade? Docteur. Docteur. Donc, mais même le pédiatre en soi, lui, c'est comme un médecin traitant et il a des tests à faire, des tests primaires, on va dire, et après, il vous envoie chez un pédopsychiatre. Mais ça, normalement, il reste bien alerté et c'est pour ça que le docteur, généralement, il tape la discute avec l'enfant, en fait. Tape la discute. Non, mais retiens-moi. Et si par contre, sur les épisodes, quand on dit, on ne sortira jamais, il faut voir que suivant la dépression que vous avez, la guérison, on les risques de récidive. Donc, dans le premier épisode dépressif, ça peut être variable si c'est quelques semaines à quelques mois. Et en fait, que les traitements au bout servent à quelque chose. Donc, l'épisode dépressif, il est isolé. Donc là, on parle juste de guérison parce qu'à un moment donné, ça a été... par contre, sur la chronicité, cependant, un premier épisode dépressif isolé est assez grave, rare, et une rechute peut intervenir plus rapidement après ce deuxième épisode. Donc là, il y a des récidives qui peuvent se succéder et des périodes d'amélioration de l'état et des épisodes dépressifs un peu plus profonds. Et là, on parle de dépression sévère. Lorsque la personne bénéficie d'un traitement et d'un suivi adéquat, le risque de réapparition des symptômes dépressifs et la souffrance sont largement diminués. Et c'est pour ça qu'il faut faire un suivi et que la posologie soit adaptable. Par contre, on parle de symptômes résiduels à la dépression. Lorsque l'état dépressif s'améliore, mais que certains troubles persistent de temps en temps et occasionnellement. C'est pour ça que c'est une maladie chronique aussi. C'est-à-dire que tu ne sors jamais, même si ton traitement est allégé, parce qu'il y a un facteur héréditaire, parce qu'il y a plein de choses qui font que, il s'agit le plus souvent des troubles qui reviennent, c'est des troubles du sommeil, de l'alimentation, de la vie sexuelle, d'une sensation de fatigue chronique, des anxiétés, d'un pessimisme, d'une diminution de l'estime de soi et d'un manque de motivation et d'une diminution des ressentis affectifs et souvent la persistance d'idées dépressives et suicidaires ou d'automutilation. Il y a Virginie qui dit oui, c'est sûr, mais après, c'est aussi arriver à voir s'il s'agit juste de mal-être passager ou d'une dépression. C'est pour ça qu'on disait l'importance des pédiatres. Voilà, c'est ça. Parce que nous, et comme tu dis ensuite, et puis c'est vrai que le lien avec l'école est aussi important, car parfois, ils ont plus de recul que les parents aussi. Mais avant, il y avait, moi, comme mon neveu et ma nièce, il y a eu une séparation. En fait, il y avait une infirmière scolaire. Et l'infirmière scolaire, j'amenais mon neveu et ma nièce toutes les semaines voir l'infirmière scolaire. Et en fait, après, l'infirmière scolaire, pour mon neveu qui était plus grand, a conseillé une orientation chez une pédopsychiatre parce que lui ne vivait pas la chose de la même manière. Et la sœur, après, elle les vivait, mais elle les vivait avec moins d'anxiété parce qu'ils n'avaient pas le même caractère aussi. Donc, même sur une fratrie,
il n'y a pas forcément besoin de la même aide, mais chaque fois, à l'école, après, ils te conseillent de faire évoluer l'accompagnement. Donc, parlons de troubles psychosomatiques, que l'on entend parler quand même de plus en plus. Donc, une affection psychosomatique touche un organe comme la peau, les muscles, l'estomac, l'intestin ou le cœur. Cependant, l'origine des maladies psychosomatiques se situe dans le cerveau. Elle est généralement liée à un dérèglement hormonal de l'hypophyse. En cas d'urticaire, de gastrite, de palpitations, de spasmophilie, consultez votre médecin traitant. S'il ne constate pas de cause au niveau de l'organe touché, c'est que vous avez une affection psychosomatique. Virginie qui dit, je sais que je vais surveiller ça au vu de ma situation. Oui, mais après, l'enfant, vraiment, l'enfant, il est, on le voit dans ses changements de comportement. Après, c'est sur tous ces troubles-là. Après, il faut que le temps que la situation se stabilise, qu'il reprenne ses repères, parce qu'au début, l'enfant, il est troublé parce qu'il n'y a plus trop les repères chez lui. Enfin, voilà. Mais après, s'il y a des troubles qui s'installent sur une perte d'appétit ou si la nuit, il ne dort pas bien, s'il est fatigué, tout ça, là, oui. Après, mais il faut voilà. Il faut, comme tu dis, c'est vraiment une vigilance parce qu'en fait, en plus, les mamans connaissent très bien leurs enfants. Et donc, ça, c'est important de voir. Et puis après, de voir et d'aller consulter pour juste aider la maman et aider l'enfant et que les troubles ne deviennent pas plus importants. C'est ça. Donc, ces troubles psychosomatiques sont de plus en plus discutés. Ils peuvent venir donc depuis... Qu'est-ce que j'ai dit? Ils peuvent venir depuis... Mais je ne raconte n'importe quoi en ce moment. Je voulais dire que, en gros, ça peut provenir d'un choc émotionnel, ça peut provenir d'un changement violent, on va dire, dans la vie quotidienne, d'un manque, voilà, d'un choc émotionnel aussi, mais... et d'un changement violent. Mais tu peux, c'est bon, tu le dis ça, c'est bien. Et Vivi qui dit, je le trouve vite agacé depuis le déménagement. Oui, mais il faut qu'il prenne, voilà, il y a un changement de repère. Ouais. Donc, il faut qu'il reprenne ses repères. Mais après, si ça peut te rassurer, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Donc, quand on parle de maladie psychosomatique, c'est-à-dire que c'est des symptômes physiques qui se voient et comme marqué, ça se touche vraiment. Alors ça, c'est énervant en fait. Ça touche vraiment un organe comme tout ce qui est marqué en haut et ça peut entraîner des maladies qui sont liées à des facteurs émotionnels, psychiques comme le stress. Mais par contre, la personne ressent vraiment la douleur. Donc, en fait, elle somatise et ça crée des lésions, voire aggrave des facteurs psychologiques. Et en fait, quand il y a un diagnostic qui est posé parce qu'il y a une douleur, et souvent, on va voir les médecins et le médecin vous dit, ben non, on a fait des prises de sang, on a la radio, il n'y a rien, vous n'avez rien. Sauf que la douleur, elle existe bien. Alors, maintenant, quand même, il n'y a pas très, très longtemps, eh bien, en fait, on a cette reconnaissance que la somatisation est quelque chose d'existant pour le patient. Parce que pour le médical, ça n'existait pas en fait. Donc maintenant, il y a une reconnaissance. Et en fait, après, on a vu, il y a plein d'études qui ont été faites. Et au fait d'entendre dire c'est psychosomatique, mais derrière, quand on vous explique, on vous croit qu'il y a cette douleur. Mais par contre, il faut aller chercher vers d'autres choses et vers d'autres causes qu'une problématique physiologique, en fait. Il faut aussi pouvoir l'entendre parce que c'est important de pouvoir l'entendre. Parce que sinon, après, vous allez chercher sans fond une solution dans quelque chose où il n'y aura pas de traitement efficace parce que on ne pourra pas prendre quoi que ce soit parce que ça ne fonctionnera pas comme ça.
Ok, bien, tout à l'heure. J'ai envie d'éternuer, excusez-moi. Vivi a dit quelque Ça ne chose? va pas. Non. Ah. Donc, les syndromes de stress, non, le stress toujours, le stress post-traumatique. Le TSP. TSP, pourquoi? Parce que c'est de l'anglais et que je ne vous dirai pas le mot en anglais puisque je ne le connais pas. Donc, est un syndrome résultant de l'exposition d'un sujet à une situation extrême dont il a été victime ou seulement le témoin, ou seulement été témoin, donc un viol, une scène de guerre, un attentat, un accident grave. Alors, ça peut être autre chose aussi, je me permets de vous dire. Parce que... Hop. Tu as changé. Oui, c'était juste pour voir si tu suivais. Donc, c'est que là, on parle de grosses situations extrêmes, sauf que des fois, selon la sensibilité de la personne, ça peut être des troubles, des situations qui sont moins extrêmes que Et qui a été un traumatisme. mais qui a été quand même un traumatisme. C'est comme le petit que son papa a écrasé l'escargot. Oui. Je n'ai jamais raconté ça. Si, mais si, tu me l'as raconté ça. Voilà. Et en fait, il a eu des problèmes d'obésité et tout ça. Il avait une relation avec son père parce qu'il disait à son psychiatre, de toute façon, il ne m'aime pas, il n'est pas, machin. Et en fait, cet enfant, il s'est toujours représenté comme un escargot parce que sa maison, c'était chez les deux parents. Et en fait, l'escargot, c'était pratique parce qu'il avait sa maison sur le dos. Et donc, un jour, il promenait dans la forêt avec son père et son père a écrasé un escargot. Et après, il a tout été chamboulé, il est parti, il a pris du poids. Et une fois en thérapie, ils ont mis le doigt que sur le fait C'est de. fou, quand même. Voilà. Mais bon, c'est quelque chose voilà, qui peut paraître anodin pour certains, et en fait, selon la sensibilité de l'enfant, et aussi son imagination, parce que c'est pareil, un enfant qui travaille beaucoup son imagination a moins de soucis. Alors ça, je l'avais lu, je ne sais plus où. A moins de soucis dans la représentation, dans ces situations-là, parce que il s'imagine des choses, en fait. Il arrive à mettre une certaine imagination sur ce qui se passe. Donc, il se manifeste par une grande anxiété, des insomnies et une dépression. Pas forcément tout en même temps non plus. Diagnostiqué lorsque le patient est significativement perturbé par des souvenirs obsessionnels ayant une incidence directe sur sa vie sociale, affective et professionnelle. Donc, comme le disait Annick tout à l'heure, les femmes sont 2 fois plus exposées que les hommes. Et en fait, quand on parle des causes, justement, des causes, et du début sur les scènes de guerre, les attentats, donc là, on parle de choc traumatique et on parle de sentiments de peur ou de mort imminente, de sentiments d'impuissance, qui ajoutent les psychologues. Donc, en fait, les personnes ont souffert de quelque chose où vous avez été impuissant de réagir. Donc, le souvenir revient et s'impose tout le temps. Et justement, j'ai trouvé mon truc. Donc, en fait, sur les morts imminentes aussi, quand les personnes sont dans des comas profonds, et on dit qu'après, les personnes, quand elles s'en reviennent, eh bien, elles sont plus les mêmes, en fait. Et justement, quand ce processus-là est arrivé, il y a une hyperactivité de l'hippocampe qui génère du stress et une sécrétion excessive de cortisol. Ton pote. Voilà, l'hippocampe active en cascade l'amygdale qui gère les émotions sans pouvoir jouer son rôle de régulateur. Celui expliquerait entre autres les réactions de souvenirs intrusifs que l'état d'hypervigilance constate. Les progrès de neuroimagerie ont permis de montrer que le cerveau des personnes exposées à un événement traumatique n'est pas semblable à celui des personnes non traumatisées. Et ça, ils avaient fait une expérience sur les émotions, justement, sur les amygdales, enfin l'amygdale. Oui. Parce que justement, c'était vis-à-vis, je ne sais plus si c'était des sons ou à l'image qu'ils avaient fait, Oui. et qu'ils avaient mis une personne ayant subi un coma, une personne... perturbée, voilà, le sommeil était perturbé. Et oui, mais c'était par rapport au bruit ou aux images, je ne sais plus, de la sensibilité de la personne. Par rapport à l'activation du système neuro... C'est ça. Et les gens, ils faisaient, je ne sais plus s'ils devaient lever une main, ou je ne sais plus. Et en fait, ils se rendaient compte que la personne était plus... quand elle était plus angoissée, donc la personne qui avait eu un choc traumatique, donc là, c'était le coma, en fait, elle levait plus vite la main, tu sais. Quand il y avait quelque chose qui l'a heurté,
C'était plus rapide, en fait. Mais il y avait un truc comme ça. Et c'est sûr qu'après, de toute façon, on voit qu'il y a plusieurs façons, mais c'est sûr que ça change. Et puis en plus de ça, les personnes comme ça qui ont heurté, il y a des personnes qui ne sont pas touchées parce que ça leur prend pas à eux. Il y a beaucoup plus, ils sont beaucoup plus hypersensibles aussi, des choses qui peuvent se passer aux autres en fait. Donc là, quand on dit que le stress post-traumatique, on parle de stress post-traumatique chronique, c'est quand il persiste plus de 3 mois. Donc, un manque de reconnaissance sociale, un défaut d'information sur les symptômes, une prise en charge des jugements de valeur de la personne, sa capacité à réagir, une absence ou un arrêt très précoce du soutien de la part des proches des soignants, l'aspect traumatisant de la procédure et sa durée. Donc, tout ça, après, fait que s'il n'y a pas les meilleurs, c'est pas pris en charge rapidement, et si ça persiste, après, il y aura beaucoup plus de séquelles, bien entendu, qui seront à trouver. Mais c'est surtout que ça engendre tout un certain processus qui est là aussi interminable en soi. Oui. Panique! On fait rien, La panique. J'aime bien ce point. Il est bien. Il n'y a pas un jeu qui est comme ça aussi? C'est ce que je suis en train de réfléchir, où tu dois appuyer là. Oui, je crois. C'est quoi ce jeu? Il y a le Uno déjà, l'ancien Uno. Oui, non, mais il y a un jeu qui s'appelle. Tu te rappelles de l'ancien Uno? Oui. Vous avez tout. C'est ça. Oh, ce truc. Et en plus, il pétait tout le temps. Celui de ma grand-mère, on l'avait rafistolé avec du scotch et on le faisait péter. Mais c'est parce qu'on s'énervait, on tapait tous comme ça. Mais ça n'aide pas. Et ça ne marche pas. Et ça ne fonctionne pas. Il fallait y aller avec délicatesse. Mais une fois que tu as bu sur la pétassée, c'est fini. C'est surtout que tu es obligé de taper comme un bourrin après. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu le casses 2 fois plus. Et oui, et après, que tu ne veux plus le rafistoler. Et après, tu fais quoi? Tu pleures. Parce que du coup, la musique, elle est encore plus fausse que fausse. Et ça te saisit l'oreille. Et après, tu fais... Comme ça faisait à la fin. Ça couignait, quoi. Bon, j'espère que vous êtes contents de cette information. Oui. Surtout, n'hésitez pas à demander. Alors, par contre, il y a des thérapies. On revient toujours sur les mêmes approches. Maintenant aussi, par rapport à ça, il y a beaucoup la désensibilisation par les mouvements oculaires, le MDR, les thérapies. Tu m'as pris... Comment ça s'appelle? Un remake dans le... Non, mais t'as raison. Parce que je n'ai pas donné les traitements. Parce que ça besoin de dire. Ils sont pas après? Non. Ah, pardon, excusez-moi. La désensibilisation. Alors, la thérapie cognitive du trouble psychotraumatique. Et vous voyez que sur l'alimentation et les compulsions alimentaires, on a des thérapies cognitives comportementales. Oui. Ça peut être n'importe quel comportement. Quand on parle de TCC, c'est justement une thérapie cognitive sur le trouble du comportement. Apaiser des symptômes particulièrement invalidants. Et après, l'hypnose aussi, qui peut être fort intéressante. Et le MDR, il s'en sert aussi pour tout ce qui est blocage émotionnel, tout ça, oui. De plus en plus. Sur de la déprogrammation. La déprogrammation PNL. C'est reprogrammation neurolinguistique. Neurolinguistique, c'est ce que tu disais. À chaque fois, je me trompe de mots. Je n'arrive pas à le retenir. Excusez-moi. Mais tu aurais pu rester à panique, là, puisque c'était... Non, je ne sais plus où je suis. Non, mais c'était le complément. Donc, le trouble panique. Le trouble panique est un trouble anxieux caractérisé par la répétition d'attaques de panique et par la peur de leur survenue. Il correspond donc à l'association de 2 phénomènes. Donc, d'une part, la répétition d'attaques de panique ou crise d'angoisse aiguë, qu'on appelle plus ou moins fréquente et de survenue imprévisible, ou d'autre part, la peur ou la crainte par anticipation d'une nouvelle attaque de panique. Et ça c'est très compliqué à gérer, puisque tout à l'heure, on parlait selon l'âge aussi, ce qu'on appelle les jeunes adultes, l'adolescent et le jeune adulte, quand ça leur arrive, il y a une coupure de liens sociaux qui est assez folle, puisque ce genre de personnes ne peuvent pas aller dans les écoles, puisque par peur d'avoir ces attaques de panique et ne veulent pas se sociabiliser, ne peuvent pas et ne veulent pas du coup par la suite se sociabiliser par peur de jugement des autres personnes. Mais oui, et c'est là qu'on disait que c'est, comme tu disais, que c'était compliqué et que ça engendrait plein de choses. Et en plus de ça, dans ces troubles de panique, on peut associer
des crises, des attaques de panique, comme on appelle, qui est marqué là, qui sont après associées à des crises d'angoisse aiguë. Et après, à tout ça peut être associé la phobie ou des troubles phobiques, en fait. Ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que celui-là, on va vous le laisser un petit peu en suspens. C'est juste pour dire que, quand même, les troubles de panique touchent environ 1 à 3% des Français à un moment de leur vie. Ils concernent 2 à 3 fois plus de femmes que d'hommes. Il faut noter également que 2 sur 3 des personnes souffrant d'un trouble panique présentent également Voilà. une agoraphobie. Donc ça, c'est la peur des gens, Voilà. en fait. C'est Donc, la en peur fait, de toute façon, le trouble de panique est toujours là, mais bien souvent, on le verra, c'est associé à une autre chose qui va faire qu'en fait, Et l'agoraphobie, je sais, enfin, c'est quelque chose qui est de plus en plus vu, on va dire. Mais je vois dans toutes mes classes, quand je réfléchis, il y avait toujours une personne qui était agoraphobe. et ça, après, ça remonte à un stress, Ouais. justement, toujours. La phobie de quelqu'un. Ces phobies remontent à... alors, on ne va pas faire ça ce soir, parce qu'après, on va me dire que j'ai pris trop de temps. On est bientôt dans l'état, je n'ai pas dépassé le jour. Non, on Je est pourrais bon aller faire là. ma sieste. Mais c'est toutes ces répercussions, on verra la prochaine fois tout ce qui finit par IE. Oui. Spasmophilie, fait tout ce qui peut être mis, et on vous fera un peu une synthèse de tout ça. Ils n'ont pas dit rien. Ils n'ont pas dit rien. Non. Ils n'ont rien dit, pardon. Excusez-moi. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Donc maintenant, on va voir ce petit monsieur qui fait... Je croyais que j'avais sauté une page, mais non, c'est bon. Non, c'était ça. C'était celle d'après. Je croyais que c'était la dernière. Non. Et donc, il nous reste les états émotionnels avec une maladie chronique. Donc, tout à l'heure, quand on disait que je crois que c'était sur quoi qu'on parlait de chronicité. Oui. Voilà, quand on parle voilà. Ben, sur cette chronicité-là, après, ça peut engendrer à des moments donnés ou sur une grosse partie du temps aussi, hein, ça dépend aussi des personnes, ça peut engendrer des états émotionnels, mais dans tous les cas, ils sont plus sensibles. Divers. Et en plus de ça, ces étapes émotionnelles, et on le verra, qui c'est qui a rapporté ça, parce que c'est qui a rapporté cette étude-là, vous voyez, c'est des étapes, quand il y a un diagnostic qui est posé, qu'il y a une maladie chronique qui arrive, ben ces étapes-là, c'est des processus qui se font. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les personnes passent par ce processus-là, mais bien souvent, on va rencontrer ce processus-là pour arriver après à, tu m'entends bien, la résilience. Donc, le déni, c'est une forme de rejet de la maladie qui se manifeste par des réactions de fuite. C'est non, surtout, je ne veux pas entendre, je ne veux pas savoir. Ou si on passe sur un autre sujet. Voilà. Ou si... Et après, le déni, je vous garantis qu'il peut avoir... qui peut prendre du temps. Hein, parce que quand je parle, moi, alors par rapport déjà à mes problèmes psychiatriques, alors ça, les problèmes psychiatriques, je pense que tu es dans le déni, mais quand c'est des troubles graves, ben là, tu es pris en charge carrément. Et puis moi, dans mon problème, des fois, on me posait la question, mais comment tu as fait pour arriver à 300 kilos et avoir rien fait? Pour moi, j'étais dans le déni, j'étais une femme voilà, qui avait du poids, mais jamais, tant que je n'ai pas eu de problème de santé, je ne pensais pas déjà que ça allait m'entraîner des problèmes de santé, parce qu'on te disait bien, mais ce n'était pas comme maintenant, hein, dans les années 80-90, et puis là, tu ne veux surtout pas entendre. Tu dis, toute ta famille, elle avait des problèmes de poids, ils sont tous morts vieux, ben, tu finiras comme ça et basta. Donc, on reste dans le déni parce que quelque part, on a aussi peur dans les réactions de fuite. C'est la peur de sortir de sa zone qu'on connaît, mais qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce que ça va être mieux ou est-ce que ça ne va pas être mieux? Et puis, en fin de compte, on existe à travers ce poids, à travers tout ça. Et quand on se pose la question, et si je ne l'ai plus, dans le premier temps, ça va être super youpi. Mais après, quand je ne l'ai plus, et bien, quelque part, on s'aperçoit qu'il nous manque quelque chose. Donc, c'est assez complexe dans ce processus-là. Moi, quand j'ai été opérée, qu'après on m'a enlevé la première fois le tablier,
Mais j'étais super contente en partant au bloc en me disant, mon Dieu, j'aurais plus mon ventre. Ouais. La première chose au réveil, je me suis posée et j'étais persuadée, mais à 3000%, hein, que j'allais être heureuse. J'ai posé ma main sur mon ventre et je me suis mise à pleurer. Mon chirurgien est arrivé, il m'a dit, mais pourquoi vous pleurez? Il m'a dit, vous avez mal? J'ai dit, non, j'ai plus mon ventre. Et je me suis aperçue qu'on m'avait enlevé une partie de moi, en fait. Même si cette partie de moi, elle m'avait fait souffrir et tout ça, et bien, jamais j'aurais pensé. Ça reste une phase de ton histoire. Voilà, jamais j'aurais pensé que ça passe comme ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui le vivent bien. Donc, dans tous ces process-là, avec tout ce que vous allez passer, et bien, personne n'est égaux et chacun, après, peut rester que dans le déni et jamais rien faire. Et bien, après, sinon, ils sont dans le déni, ils ont une réaction de fuite et ils ont un sentiment de colère, d'agressivité et ils manifestent envers ses proches, ses collègues, qui leur permet de projeter toute l'angoisse qu'ils ressentent et l'incapacité de prendre des décisions, en fait. Et puis après, il y a le sentiment d'injustice, mais pourquoi c'est sur moi et pourquoi c'est pas sur les autres? Et chaque fois, c'est pareil. Et moi, je suis en échec et moi, j'en avais pas assez et qu'il m'en tombe encore. Alors là, rassurez-vous, j'ai testé quand même pas mal. Je vous dis qu'en principe, quand il y en a un qui a quelque chose et deux choses et trois choses, en principe, il a la tanasse. Donc, il faut s'habituer à ça. C'est pas injuste, c'est comme ça. On n'est pas né sous la mauvaise étoile. Je pense qu'on est comme ça et ça veut dire que moi, je me rassure en me disant que comme chaque fois, on est obligé de pagayer 12 000 fois plus parce que quand on a un genou à terre et des fois presque le deuxième, tu galères comme un con pour ne pas poser les deux genoux et pour ne pas t'étendre comme une crêpe. Donc, moi, quand je peux me rassurer, je me dis, mais c'est que tu es plus forte que tout le monde. Un peu Goldorak, tu sais. Après, je me lève et je fais figure au point. Elle se lève la nuit. Oui. Et c'est ça. C'est juste après où tu as fait une fertilité, où tu te dis, ben, si tu as eu ça, c'est parce que justement, on t'a peut-être choisi parce que tu étais plus forte que les autres. Et ça rassure. Hein. Ben oui, mais à un moment donné, ben, si ce n'est pas nous qu'on se le fait. C'est ça. Donc, le sentiment d'injustice, il est normal. Mais par contre, après, oui, ben, c'est injuste, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette injustice? Et le sentiment d'échec, c'est se sentir coupable d'être retombé malade. Et de nouveau, ben, putain, ce machin, il ne pouvait pas tomber un meilleur jour. D'être retombé dans ton tracané, là, d'être retombé dans des circonstances, dans des modes de vie ou des modes de fonctionnement que tu voulais plus être parce que tu as tellement été, eh bien, c'est peut-être pour te tester, voilà, pour tester et pour voir jusqu'à où eh bien, tu peux aller parce que comme ça fait longtemps que je parle de résilience, peut-être m'a jeté un sort. Donc, il y a Vivi qui dit « Et puis, ces phases peuvent revenir après une période de stabilisation de la maladie. On peut croire qu'on avait surmonté tout ça, puis ça s'aggrave. Et finalement, non, on revient sur l'injustice, puis le sentiment d'échec. » Mais oui, c'est un éternel recommencement. Mais justement, est-ce qu'on ne le verrait pas comme justement une épreuve de la vie qui vous est imposée, qui est imposée et qui, en fait, vous montre que vous êtes juste de plus en plus forte et que vous allez combattre, et voilà. Et tu vois, ce que Vivi, on parlait, je me rappelle très bien le jour qu'on parlait des cycles et que tu m'as dit, je me rappelle très bien de ta réponse et que je t'avais envoyé le prophète. Et c'est ça, ce perpétuel recommencement qui fait que des fois, ça épuise. Parce qu'après, ce sentiment d'échec, et bien après, tu as la période où tu te replies sur toi. Et heureusement qu'il y a des personnes qui sont là autour pour te garder la tête hors de l'eau. Parce que si tu n'as personne, et bien, tu te replies, tu t'emponnes et là, tu prends la tasse. Et après, il y a des personnes qui sont sidérées et qui ne trouvent pas, qui sont comme anéantis, quoi. C'est comme s'ils ont pris un 33 tonnes dans la gueule et qui disent, mais pourquoi, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et après, c'est le soulagement de pouvoir petit à petit y voir un peu plus clair dans ce qu'il arrive, de mettre des mots sur tout ça. Et puis, ça ne se passe pas forcément comme les fois d'avant. Voilà. Il y a des choses similaires, mais si on regarde la situation de loin, il n'y a pas tout qui se passe comme ça. Mais le problème, c'est que c'est ce qu'ils disent, justement, après, tu as le soulagement parce que quand tu es soulagé, c'est que tu as vécu ton temps-là, où tu as été dans tout le processus de déclin. Et puis, à un moment donné, tu as la capacité à prendre du recul sur la situation, à avoir une expertise et être soulagé en disant, mais oui, c'est pas la même chose. Mais quand tu es dans ce processus-là, tu n'es pas en capacité. Non, mais justement, c'est ça. Et c'est pour ça que les cycles recommencent après. Et après, de nouveau, l'impression d'exister davantage et on reprend encore plus confiance de notre valeur,
des valeurs de la vie et de l'essentiel, en fait. Et on repart. Stéphanie qui dit ça, c'est compliqué. Vivi qui dit, mais comme tu dis, de toute façon, il faut continuer à avancer. Alors, on continue à se lever et on se bouge. Et ça y est, elle remet ses smiley qui pleure de rire. Et oui, comme quoi, tout change. Tout peut changer. Oh, mais il m'agace ce truc. Mais c'était ça que je disais. Bah oui, Voilà. mais donc tout à l'heure j'ai appuyé, mais je croyais que ça avait changé. Non, mais c'est pas grave parce que on l'a dit. Mais ce que je disais justement, ça, c'était certaines maladies. Quand on parlait de maladies chroniques, eh bien, il y a une pathologie qui a été la sclérose en plaques. Ils ont fait justement, ils ont fait des études et la conséquence psychologique sur la CEP. En effet, l'atteinte du système nerveux central peut dérégler vos émotions, vous faisant passer d'un état à l'autre sans raison précise. À cela s'ajoute bien sûr un contexte de tension et de bouleversement lié à l'arrivée de la maladie dans votre vie, contexte duquel naissent des émotions variées traduisant des étapes psychologiques normales, naturelles et humaines. Il arrive donc d'osciller d'un état à l'autre, de regagner confiance, puis de craquer, de douter, de préférer s'isoler par moments. Cette perturbation, cela perturbe bien souvent l'entourage qui ne sait pas et qui ne comprend pas pourquoi justement il y a tout ça en fait et pourquoi pourquoi de nouveau. Eh bien, le de nouveau, on ne peut pas l'expliquer. Et les personnes qui le vivent voudraient pas, je vous garantis, ne voudraient pas le vivre. Hein. Mais c'est comme ça. Stéphanie qui dit, mais ça c'est compliqué en ce moment pour moi de me lever et me bouger, car à chaque fois ça tombe sur moi. Mais comme on dit Steph, en fait, c'est que oui, c'est ce qu'on se dit, ça tombe sur moi. Toujours, ça tombe sur moi, mais en fait, regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé avant et fais-en une force. Alors, je sais que c'est des belles paroles, mais en soi, c'est ça il faut utiliser, il faut arriver. Alors, peut-être que sur un certain temps, on n'y arrive pas, c'est sûr, parce qu'il y a trop de choses dans nos têtes et tout ça. Mais après, il faut arriver à trouver des techniques de se dire, voilà, aujourd'hui, en fait, je regarde ce qui se passe, je regarde ce qui s'est passé et je me remets dans le chemin parce que j'en ai besoin et je veux faire ça pour moi, en fait. Et par contre, il y avait une dernière, avant de vous dire merci et au revoir, il y avait une dernière pathologie que j'avais trouvée. C'était l'alexithymie. Voilà, l'alexithymie. Qui est une pathologie d'ordre psychologique qui se manifeste par une incapacité à exprimer ses sentiments de façon verbale. Oui. Alors, il y en a qui sont touchés. Une vie, c'est un déficit émotionnel. Voilà. Donc, c'est un déficit émotionnel. Donc, les individus... Comment? J'essaie de lire. Alexithymie. Oui. Alexithymie. Donc, c'est un processus émotionnel et un processus adaptatif. Donc, en fait, ils ont un déficit sur l'émotion et dans le processus d'adaptation. Donc, c'est une vie fantastique, pauvre, avec comme résultat une forme de pensée utilitaire, une tendance à utiliser l'action pour éviter les conflits et des situations stressantes. Le terme asysthélie est une néologie, absence, et du mot humeur, affectivité. Donc, c'est déjà, voilà, c'est ça pourquoi je l'avais noté. C'est des gens qui ne semblent pas avoir d'émotions. Ouais. Et qui sont toujours les mêmes, en fait. Pourquoi Thaïs? C'est ça. Tu ne l'avais pas dit encore aujourd'hui. Non. Et en fait, le trouble de la personnalité narcissique rare, il touche 1% de la population. Ce sont en majorité des hommes qui souffrent de cette pathologie. La caractéristique principale de ce trouble est un excès d'estime de soi. Voilà, on a trouvé le mot. Il y a Vivi qui répond à Steph, du coup, qui dit « Je suis désolée pour toi, mais ça tombe aussi sur moi et sur Annick et sur Laure, etc. Il faut se forcer à croire en des jours meilleurs. » Et c'est surtout qu'on est là, regardez, et mais même si moi, je n'avais pas forcément envie de venir devant Balance en live, mais je suis là parce que Laure était là avec moi, parce que je savais que j'allais vous retrouver, parce que Laure, elle est là aussi parce qu'elle était avec moi et qu'elle savait que vous allez nous retrouver. Et que vous êtes là parce que vous avez besoin de nous retrouver. Donc, en fait, heureusement qu'on est ensemble, en fait.
et surtout être conciliant avec tout le monde et que, ben voilà, c'est ça qui fait qu'on reste tous avec des fragilités et c'est pour ça que si jamais on faisait des balances en live comme ça et qu'on voyait pendant 1 heure et demie quelqu'un qui était complètement avachi, moitié insulté, qui se trompait dans tous les mots, ça ferait pas, télévisuellement, ça ferait pas très bien. Eh bien, on est tous des patients avec nos problématiques et en fait, c'est juste on se transmet des choses et c'est ça qui nous donne le goût et la force d'avancer en fait. Et moi, je tenais à dire ce message-là parce que c'est important, toujours s'accrocher et il y a toujours des moteurs quand tu cours après les wagons ou quand tu vois la Micheline qui peut pas s'accrocher, ben, il y en a toujours un qui te tient la main. Donc, il faut la saisir, mais et surtout, si tu la saisis, il ne faut pas que ce soit un fardeau pour celle qui va te tirer un temps, qui va t'aider un temps. Il faut vraiment que tu mettes tes tripes pour que tu te battes vis-à-vis de toi, pour toi d'abord, et pour être reconnaissant à celle qui t'a donné la main et qui t'a tenu la terre de l'eau pendant un certain temps. En fait. Donc ça, c'est un privilège d'avoir des personnes comme ça autour de soi. Et je parle pour moi. Merci à mon mari, merci à Laurette. Et merci à tous les petits stagiaires qui m'ont fait des gras. Et merci à vous. Il y a Vivi qui dit « Croyant en l'avenir, la vie est pleine de surprises. Merci pour ce bon moment. Bonne soirée, bisous, bisous. » Stéphanie, merci. Laure et Annick, très intéressant. Bon week-end, des gros bisous à tout le monde. Coucou Patricia. Coucou Agnès. Coucou... non, pas du tout. Mais coucou Patricia, mais je vais le redire. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Bisous de Cécile. On vous fait en tout cas de trop gros bisous. Mais moi, j'ai du mal. Hein. Purée. Des trop gros bisous. Des trop gros bisous. Oui, mais des trop gros bisous parce qu'ils ne seront jamais assez gros pour vous remercier. C'est ça. On vous fait des gros bisous et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour tout ce beau planning qu'on a la semaine prochaine. Et coucou, je viens d'arriver à Patricia. Ben, écoute, on te fait des bisous. Et du coup, on va partir. Ah ben, on part avec le bâillement d'Annick. Tu pourras le regarder en replay. Voilà. Et on se retrouve du coup lundi pour le cardio. Et ensuite... On a plein de cœur. Ouais. J'arrive. Oh, Mike! Oh ben oui, on s'en va aussi. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Vendredi. Nous voir. Non, pas vendredi. Mardi. Lundi. Lundi cardio, mardi. Chirurgie bariatrique. Mercredi, renforcement musculaire. Vendredi, détente. Et vendredi soir, les comportements alimentaires. Bon week-end à vous. Bonne nuit, Annick. Je baille aussi. On va y arriver. Bonne nuit, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et s'il fait beau, allez, on peut marcher. On peut aller au château d'eau. Mais on n'y arrivera pas. Là aussi, c'est comme les pénaux. On fait des bisous. Le prochain parcours pour la marche. On va vous faire quelque chose. Là, on va vous concocter une expédition. Une expédition, c'est le mot. On se tient au courant. On verra. Bisous. Et puis la semaine prochaine, je crois qu'à Paris, là-bas, elle va vous faire avoir une belle fois. En avant-première. Je ne sais pas de quoi elle parle, mais écoutez, on verra ça. C'est champagne. On a une grande ménage. Ah oui, c'est ça. Donc, on n'a pas de bébé. Elle est un peu sympa. Mais vous allez voir. Félicitations. Gros bisous.